Que vous l'ayez lu cette histoire, que vous l'ayez vue au cinéma, parce qu'il y a eu pas mal d'interprétations, de réinterprétations aussi, Les Trois Mousquetaires, c'est gravé dans la mémoire collective. Sauf que on peut la lire de différentes manières. On peut la lire façon Alexandre Dumas, l'histoire écrite par des hommes, ou on peut la relire façon Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour Je voulais vivre. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Parce que c'est une manière de regarder la même histoire, mais du point de vue de la femme, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'ici, donc du point de vue de Milady en fait. Oui, je me suis dit au fond, comment devient-on la plus grande méchante de la littérature ? Parce que c'est vrai qu'elle est sans doute la femme la plus détestée de la littérature française et francophone. Et moi-même, quand je lis les premières fois ces Trois Mousquetaires toute jeune, pas un instant, je remets en cause le fait que c'est une épouvantable perverse et qu'elle a bien mérité ce qui lui arrivait. Ouais. Et ça m'a pris un certain temps de changer de point de vue parce qu'on grandit, parce que j'ai eu ma vie de femme aussi qui m'a fait évoluer dans mes certitudes. Et ça m'a sidérée le jour où je me suis rendu compte que je n'avais pas bien lu cette histoire et que je n'avais pas bien compris cette femme. Finalement, la clé de toute cette histoire, c'est la vengeance en fait. Oui, elle est une héroïne éminemment dumasienne, c'est vrai, parce que c'est une citation que j'adapte. Milady n'est pas de ces femmes qui pleurent, elle est de celles qui se vengent. Il faut voir que les Trois Mousquetaires sont écrits la même année que Monte Cristo, et elle a ce mouvement au fond. C'est un Monte Cristo au féminin, en fait. C'est un Monte Cristo au féminin, c'est un Monte Cristo avant Monte Cristo, donc en fait, elle est pionnière par rapport au texte, au deuxième texte de Dumas, et c'est en fait, et il faut rendre hommage à Alexandre Dumas pour ça, un des premiers personnages de femmes extrêmement forts. Alors, saturé, négatif, femme fatale, mais elle est très intelligente, elle est très belle, elle mène sa vie et elle a l'oreille de Richelieu qui est l'homme le plus puissant de l'époque et elle arrive à damer le pion à Buckingham qui est aussi le Premier ministre d'Angleterre. Donc c'est un personnage au fond qu'en tant que petite fille, moi j'aurais dû d'une certaine manière admirer et je ne l'ai pas fait à l'époque. Parce qu'il a fallu attendre 2025 et que vous vous mettiez à l'ouvrage pour qu'on utilise son regard à elle, qu'on se mette dans sa peau à elle en fait. C'est dingue de se dire que oui, je disais en introduction, l'histoire a été écrite par les hommes et pour les hommes, en leur donnant généralement le meilleur rôle. Oui. Et il a fallu attendre tout ce temps pour qu'on se mette dans la peau des femmes. Oui, et c'est ce qui m'a fascinée, parce que moi, je l'ai commencé il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, ce livre. Et j'ai eu un moment de vertige. C'est l'œuvre qui a peut-être été le plus adaptée au monde. Encore récemment, d'ailleurs. Encore récemment. Et d'ailleurs, quand les films sont arrivés, pendant un instant, pendant quelques mois, j'ai arrêté d'écrire en me disant, évidemment, ils vont raconter cette histoire avec un œil contemporain. Eh ben non. Eh bien non, on reste dans cette idée de femme fatale, on reste dans cette opposition de la gentille et la méchante, de la pure et de l'impure, de la vierge et de la putain. Voilà, et la cata même, oui, qui est un exactement. mot que vous utilisez assez facilement. Je voulais vivre parce qu'effectivement, elle voulait vivre parce qu'elle a eu un départ de vie, enfin je veux dire, horrible, et voilà, qu'on va découvrir dans votre livre. Et parce qu'elle est morte aussi très jeune. Et alors, on parle de procès, mais en fait, c'est pas du tout un procès, c'est juste un assassinat collectif. En fait, ce qui est fascinant, c'est qu'elle a 25 ans. 10 hommes l'arrêtent, décident de la juger pour ses crimes. Ils ne sont ni juges, ni autorisés. Non, ce sont 10 hommes, dont 2 d'entre eux ont été ses amants et ont été fous amoureux d'elle. Donc évidemment, ils ne sont pas d'une objectivité entière quant à son cas. Ils lui en veulent un peu. Ils lui en veulent un peu. Elle n'a pas d'avocat. Elle ne peut pas prendre la parole, elle ne peut pas se défendre. Et elle ne fait pas le poids, enfin je veux dire, et elle physiquement. ne fait pas le poids. C'est une femme frêle face à 10 hommes qui sont tous des guerriers de surcroît, des gens habitués au combat. Et c'est vrai que quand tout à coup j'ai re-regardé cette histoire avec des yeux de la maturité, je me suis dit mais comment pouvons-nous encore considérer que cette femme est entièrement coupable et qu'elle n'a pas le droit à la justice? Condamnée sans procès, donc. Condamnée sans procès. Et exécutée surtout. Exécutée de façon épouvantable, marquée au fer rouge, là aussi. Ça, elle l'était déjà avant. Elle l'était déjà avant, mais sans autorisation de justice. Normalement, on est marqué au fer rouge quand on a été reconnu coupable d'un crime. Là, elle l'est par vengeance personnelle d'un bourreau qui a décidé de prendre cette liberté-là, qui est d'ailleurs celui qui lui tranchera la tête. Aussi. Elle est aussi, c'est aussi le plus grand féminicide de la littérature, parce qu'elle est une première fois pendue par son mari, elle en réchappe miraculeusement, puis assassinée par ces 10 hommes. Et c'est fou qu'on soit passé à côté, entre guillemets, de ce féminicide pendant autant d'années, parce que singulièrement depuis l'affaire MeToo aujourd'hui, ce sont des sujets dont on parle différemment.
sauf dans la littérature, en fait. Oui, parce que je pense que la force d'émerveillement de Dumas est telle, la puissance de ces personnages, ce grand roman d'amitié entre ces 4 mousquetaires qu'on a tous passionnément aimés, nous a d'une certaine manière aveuglés. Mais ce que j'ai trouvé touchant, c'est que Dumas lui-même évolue au fil des œuvres. Et ce qui est une punition légitime devient même dans son esprit un crime. Et d'ailleurs, le fils de Milady revient pour la venger dans les tomes suivants. Et donc, je me suis autorisée cette lecture différente parce que lui-même en a semé les premiers indices dans ses textes. Vous êtes une grande admiratrice de Dumas et son personnage phare, on va dire, d'Artagnan, lui aussi évolue dans l'histoire parce que finalement, il y a quoi, une espèce de quête de la rédemption ? C'est totalement ça, c'est-à-dire que D'Artagnan, dans Les Trois Mousquetaires, il est tout jeune, c'est la fougue de la jeunesse, il est à l'âge des certitudes. Quand on est jeune, on a tout compris. L'absolu. Voilà. Et des années plus tard, la vie l'a un peu malmené, abîmé. Il est à l'âge des doutes. On prend du recul, on réfléchit Exactement. un peu. Ouais. Et surtout, on a plus de compréhension. Ce qui nous arrive tous, en fait. Totalement. Je pense que la jeunesse, on a un petit sentiment d'immortalité, on croit avoir tout compris. Et puis finalement... et puis on veut aller on est absolutiste, en fait. Oui, complètement. Et puis après, et du coup, on peut avoir des jugements durs sur les autres, alors que quand on a un peu plus souffert, eh bien, on est plus compréhensif. On relativise. Et donc, j'imagine D'Artagnan au siège de Maastricht, des années plus tard, qui revient sur cette histoire, qui revient sur sa relation à Milady. Et c'est un homme qui incarne la virilité, mais c'est un homme qui est capable de se remettre en question. Et ça m'a touchée. Et ça, c'est beau aussi. Et ça, c'est moderne quelque part. Oui, parce que je voulais surtout pas... C'est un livre féministe, oui, mais ce n'est pas un livre contre les hommes. Milady aime l'amour, elle aime les hommes, et il y a j'espère qu'on le voit, des très beaux personnages d'hommes dans cette histoire. Mais il y a plusieurs féminismes et le féminisme n'est pas synonyme de haine de l'homme. Exactement. Et ça, je pense que c'est très important de le dire, surtout que la littérature, c'est un lieu de nuances, c'est un lieu d'humanité. Où on a le temps aussi d'expliquer les choses. Et de montrer la complexité des êtres. Les femmes sont complexes, les hommes sont complexes, on change entre la jeunesse et la vieillesse, on évolue, on apprend. Et moi, je crois qu'on peut sauver... cet amour entre les hommes et les femmes et cet amour entre eux aussi des gens du même sexe. Je crois qu'il faut beaucoup de douceur et de compréhension les uns envers les autres, ce qui n'est pas le ton de l'époque. Et on peut bonifier aussi. Oui, on peut quand même s'améliorer et je trouve qu'on devrait tous essayer. Voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Quand on s'appelle de Clermont-Tonnerre et qu'on a une famille avec une histoire extrêmement riche, est-ce qu'on est dépositaire aussi de l'histoire avec un grand H et est-ce que ça change la manière d'écrire l'histoire avec un petit H? Alors en tout cas, c'est vrai que il y a des personnages extrêmement admirables dans le passé de la famille. Donc ce fameux mot noblesse oblige, d'une certaine manière, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'on a envie d'essayer de faire de son mieux. Mais c'est inculqué aussi par l'environnement familial dès le plus jeune âge? En tout cas, c'est l'idée qu'on est censé... essayer d'avoir des belles valeurs, essayer de faire preuve de courage, de faire preuve de loyauté. La devise de la famille, c'est si omnes ego non, ça veut dire si on met la devise en long, c'est quand même tous te renieraient. Moi, je ne te renierai pas et je suis quelqu'un de très loyal et par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai pris de ma famille. L'ouverture d'esprit aussi? Oui, je pense que c'est important parce que Ce qui n'est pas forcément synonyme non plus. Voilà, parfois on peut être enfermé aussi dans des concepts. Il faut pouvoir, c'est bien aussi de pouvoir s'ouvrir. Alors moi, j'ai la chance de venir d'une famille qui n'est pas du tout conventionnelle, qui sont très libres penseurs, très libres de façon générale. Alors quelquefois, ça dépote à l'abolition des privilèges, je crois. Oui, absolument. Stanislas de Clermont-Tonnerre a voté l'abolition des privilèges. Mais je pense que justement, il avait tellement raison. Oui. Il avait tellement raison. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, et puis il y a d'autres personnages. Il y a un de mes grands-pères, je l'ai découvert assez récemment, qui était un très très grand humaniste, et moi je connaissais pas son histoire, son arrière-grand-père, pardon. Et du coup, oui, je me dis au fond d'avoir ce regard humain est quelque chose de très important, et en tout cas c'est ce qui m'habite, et dans le journalisme, quand je vais interviewer quelqu'un, j'essaie de comprendre ce qu'il a dans le cœur, et et dans les livres évidemment. Parce que vous êtes aussi journaliste, vous avez plutôt commencé par là, avant de vous lancer dans l'écriture de romans. Oui, j'ai mis très longtemps, c'est
typiquement féminin a considéré que j'étais autorisée à écrire et voilà. Et maintenant j'ose. Mais le journalisme, c'est déjà raconter des histoires vraies. Ici, c'est un roman historique. Donc, il y a à la fois une grande partie de vérité et il y a des éléments de romance dedans pour boucher des trous, quoi. Oui, et puis surtout parce que moi, j'aime beaucoup cette phrase de Rebecca d'Outremer qui dit « Ce n'est pas parce que c'est inventé que ça n'existe pas. Il y a des personnages de fiction qui sont dans notre vie presque aussi importants que des gens qu'on peut croiser à l'improviste. » Milady, elle nous apprendre des choses. Oui, et Milady, elle a marqué des générations entières, tout comme les Trois Mousquetaires ont marqué des générations entières. Et pourtant, ils sont inspirés de gens existants, mais ce sont des personnages de fiction. Oui, bah qui agglomèrent, entre guillemets, qui sont composés de différents éléments, quoi. En fait, la littérature, ça peut être un précipité de la vie, c'est-à-dire la vie en plus intense, la vie en plus fort et la vie en plus humain. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que vous recherchiez aussi quand vous étiez, avant d'être écrivaine, autrice. Est-ce que vous recherchiez déjà vous-même dans les livres ? Oui, moi j'essaye vraiment d'écrire les livres que j'aime lire en fait, à savoir des livres romanesques qui vous embarquent, qui vous emmènent à la découverte d'autres personnes, d'autres temps, d'autres lieux. J'ai beaucoup de respect pour l'autofiction qui est un mouvement très très fort dans la littérature d'aujourd'hui. Il y a des textes magnifiques, mais moi je pense qu'il faut aussi laisser la place à cette grande tradition du roman français, qui est d'ailleurs le roman qui a inspiré le roman américain, qui a inspiré le grand roman russe. Quand les gens viennent me voir en disant vous écrivez des livres à l'américaine, ça me touche, mais en même temps eux-mêmes se sont inspirés du grand roman français du 19e. Et je trouve que de rendre hommage à cette tradition littéraire, à ce patrimoine littéraire qui nous appartient tous, est quelque chose de légitime. Et quand quelqu'un vient me voir en me disant « j'ai beaucoup aimé votre livre, ça me donne envie de lire Dumas », eh bien j'ai l'impression d'avoir tout gagné. Il n'y a plus qu'à. Exactement. Merci Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Je voulais vivre. C'est donc l'autre histoire autour de Milady de Winter et c'est paru chez Grasset. Merci beaucoup. Merci infiniment.